On va vous le montrer. D'abord faire la présentation s'intégra. Et après, on va voir plein de choses à faire ensemble. Juste أول حاجة شكون أول مرة يجي بعد تقولوا لي شكون غايبين اللي ما كاس on a une invitée اليوم ما تخافوش منها على الميكرو donc c'est une journaliste mais il n'y a pas de vidéo donc vous inquiétez pas. C'est juste le journaliste qui veut essayer de comprendre comment se passe une campagne de recrutement et pourquoi vous voulez partir en France et pourquoi les clients veulent vous recruter. Donc après, pour ceux qui sont intéressés, on aura l'occasion de vous la présenter et vous aurez toute la possibilité d'échanger avec elle, de lui raconter un peu votre parcours en Tunisie et un peu vos ambitions, vos projets, vos rêves une fois que vous partirez en France. On commence. Donc, Anas Missab al-Mehboul, je suis le fondateur de la société S'Intégra. S'Intégra, c'est une société familiale que j'ai créée avec mon père il y a quelques années, plus de 10 ans. Et avant de créer la société, c'était une association. Donc, il faut savoir, je suis comme vous, donc j'étais ingénieur en informatique. Enfin, je suis ingénieur en informatique. J'ai fait une partie de mes études en Tunisie, une partie en France. Et après, quand j'ai voulu travailler en France, je me suis rendu compte que c'était beaucoup plus compliqué que ce que je pensais, qu'il y avait des procédures administratives, des procédures logistiques, et qu'il fallait vraiment mener la bataille pour réussir ce projet de je veux travailler en France. Donc c'était assez compliqué à l'époque. La bonne nouvelle, c'est que maintenant c'est beaucoup plus simple. Donc c'était assez compliqué. Il n'y avait pas beaucoup de ressources sur Internet. Et donc j'ai fait mon propre dossier. J'ai été accompagné par une société très sympathique qui m'ont aidé vraiment à mener cette bataille-là. Et j'ai documenté mon parcours sur Internet. Donc j'ai dit voilà ce que j'ai fait, voilà ce que j'ai déposé comme dossier, voilà ce qu'on m'a répondu, voilà un article étape par étape. Voilà ce que j'ai fait. Et en fait, ce blog-là, voilà, cette histoire que j'ai racontée sur Internet, elle a très bien marché. Il y avait beaucoup de gens qui m'ont suivi, il y avait beaucoup de gens qui m'ont posé des questions. Et vu que j'avais un peu de temps à l'époque, donc j'ai répondu. Je répondais à toutes les questions, je répondais à toutes les demandes. Je suis allé faire des demandes des écoles tunisiennes, des demandes des écoles algériennes, des demandes des écoles marocaines, des sociétés françaises. Ils me contactaient en direct. Il y a un jour une discussion avec mon père où je lui disais allez, pourquoi on ne crée pas une société? Il y a une vraie problématique. Les gens ils sont demandeurs. Si jamais tu peux consacrer plus de temps, et c'est là qu'on a créé ça. Donc on a des chiffres dont on est fiers, puis S'Intégra. Donc je marquais comme on a 3 chiffres, mais dans la pratique j'en ai beaucoup plus. Donc après pour moi dans les questions, je pourrais vous en parler davantage. Donc Awel Haja, il faut savoir qu'on a recruté et on a installé en France plus de 1000 ingénieurs. Pourquoi c'est une fierté pour moi? On est fiers de S'Intégra parce que à la base quand j'ai créé l'association, je voulais recruter uniquement des ambassadeurs. Je voulais être très très sélectif. Et donc je pensais que j'allais en trouver 14. Je ne pensais pas que j'allais en trouver des centaines, voire des milliers. Et donc on a été très sélectif, mais c'est une sélectivité donc on est sélectif, on recrute des gens de bonne famille, on recrute des gens passionnés par l'informatique, on recrute des gens qui veulent accélérer leur carrière, on recrute des gens qui veulent partir en France pour de bonnes raisons. Ce n'est pas parce qu'ils s'enfuient de la Tunisie, ça se passe bien pour eux en Tunisie, ils travaillent, ils gagnent de l'argent, ils ont appris des petites choses, il leur manque des choses, ils veulent partir en France pour apprendre. On a une chose pour améliorer leur CV, pour améliorer leur carrière. Et donc, on est vraiment fiers parce qu'on en a trouvé plus de 1000. Et donc, on les a cherchés quand même. Mais ce qui est sûr, c'est que le fait de les avoir trouvés, ça vaut le coup d'avoir fait tous ces efforts-là, parce que c'est des gens qui sont vraiment qui méritent d'avoir cette chance d'aller travailler dans les meilleures sociétés françaises, de créer même leur société en France. Donc, un des clients d'aujourd'hui, on a 2 clients, un des clients d'aujourd'hui, il était à votre place. Il y a une dizaine d'années, mais il était à votre place. Donc c'était un candidat, il est parti avec moi en France, il a travaillé, il a pris des choses, il a gagné de l'argent, il a créé des sociétés, et là, il va venir vous rencontrer, vous présenter sa société, ses réalisations, et il va essayer de recruter quelques-uns d'entre vous pour l'accompagner dans son aventure entrepreneuriale. Donc,
Ça va bien se passer. Et deuxième chiffre dont on est fier, il faut savoir qu'on a 100% d'acceptation sur toutes les procédures administratives qu'on a traitées. Pourquoi ça fait une fierté? Parce que, en fait, on a traité des centaines de dossiers et on s'est battu pour chaque dossier. En fait, il faut savoir que les procédures ont changé. Il y a eu la loi Guéant, il y a eu Sarkozy, après il y a eu Hollande. Après, à chaque fois qu'il y a un gouvernement qui arrive, des fois c'est la droite, des fois c'est la gauche, il y en a quelques-uns qui simplifient, mais il y en a qui vont complexifier les procédures, qui vont mettre des quotas. Et nous, en fait, l'ADN interne à la base, c'était on se bat pour le candidat, on se bat pour réaliser ce projet au SRF. On est resté là-dessus et on est fiers d'avoir pu tenir aussi longtemps. On s'est battu sur plein de dossiers. Alhamdoulilah, on a gagné toutes les batailles. Après, des fois, c'est des batailles juridiques, des fois, c'est des batailles où il faut des avocats, mais c'est pas grave. L'objectif, c'est à chaque fois que quelqu'un me confie son dossier, je suis conscient que ce n'est pas juste un dossier qu'il faut traiter. Ce n'est pas juste un CV, c'est un projet familial, c'est un projet de carrière. Parfois, c'est un rêve. Il y a des gens, j'ai rencontré des jeunes, ils rêvent d'aller partir en France, d'aller vivre à l'étranger en général. Et donc, si tu viens les voir pour leur dire, bon, désolé, on a déposé 10 dossiers, il y en a un qui n'a pas été accepté, c'est le tien, plus ou moins, donc c'est une responsabilité. Alhamdoulilah, c'est une de nos fiertés. On a 100% d'acceptation sur tous les dossiers qu'on a gérés depuis la création. Donc on a une équipe juridique vraiment qui traite ces dossiers-là très très sérieusement et qui sait que c'est quelque chose de très important pour vous. Donc on va vous aider. Allez, cette bête noire, on va essayer de vous décharger. Et autre chiffre dont on est fier, il faut savoir qu'on a plus de 50 ESN ou start-up partenaires. Pourquoi c'est une fierté 50 alors qu'en France il y a des milliers de sociétés? C'est une fierté parce que nous, on est très sélectif que les clients, comme on est sélectif que les candidats. Donc en fait, on travaille uniquement avec des sociétés sympathiques. Vous allez le voir, les gens qui vont venir, c'est des gens sympas, qui te donnent envie de travailler avec eux, des gens open mind. Ça ne les dérange pas que vous soyez tunisien, marocain. Ce qui compte pour eux, c'est quel est votre projet, qu'est-ce que vous voulez faire et tout. Donc c'est des gens qui ont cette spécificité-là. C'est des gens qui sont ambitieux. Donc, ils ont déjà 20 salariés, 30 salariés, 100 salariés, et ils veulent aller beaucoup plus loin. C'est des gens qui sont sélectifs. Donc ça, je ne sais pas si ça va vous faire plaisir ou pas. Ils vont vous faire passer des tests techniques. Ils vont poser la question ils vont voir si vous êtes communicant ou pas, ils vont essayer de comprendre votre projet, parce que vous êtes quelqu'un qui a vraiment réfléchi au projet de partir en France, c'était le rêve de l'avant-veille, ils vont essayer de s'assurer que c'est un vrai projet. Donc c'est des gens sérieux qui vont vous poser des questions sérieuses et qui vont recruter uniquement des clients sérieux. Donc ils ont compris, on est d'accord sur cette histoire de sélectivité. On s'en fout d'avoir 15 ans d'expérience, 3 ans d'expérience, 1 an, 6 mois. C'est pas ça ce qui compte. Ce qui compte, c'est est-ce que vous partez en France pour de bonnes raisons? Est-ce que vous êtes prêt pour partir en France? Est-ce que vous avez fait tout ce qui était nécessaire? Ou pas? Donc voilà. La bonne nouvelle, c'est qu'on en a trouvé 50. Et les 50 qu'on a trouvés, ils ont tous des labels Great Place to Work, Happiness at Work. C'est des gens qui font un effort considérable pour vous mettre dans de bonnes conditions. Donc ils vont choisir les meilleurs, ils vont les laisser dans les meilleures conditions possibles pour qu'ils puissent accélérer leur carrière, qu'ils puissent se concentrer sur les challenges qu'ils ont, qui sont apprendre des nouvelles technologies et mettre en prod des projets à caractère ambitieux. Donc vous allez en voir pas mal. Et ce que je disais à Mira tout à l'heure, on va essayer de vous en ramener un toutes les semaines. Donc là on commence par la Tunisie, on va essayer de faire le Maroc. On va revenir. Après Corona, maintenant que je peux réunir 50 personnes dans une salle, après c'était inimaginable. Les masques, les distanciations sociales. Maintenant qu'on peut le refaire, on va essayer de vous inviter des clients sympathiques toutes les semaines. Et vous allez voir, c'est très important de travailler avec des gens sympas. Réellement, des gens brillants, intelligents, sympathiques. C'est très important. Si il y a un projet comme le vôtre, vous allez partir, vous allez quitter votre pays, vous allez partir en France, vous allez vivre là-bas, vous n'avez pas de logement, vous n'avez pas d'école pour vos enfants, vous n'avez pas de compte bancaire, vous n'avez rien, vous avez besoin de quelqu'un de sympa qui va vous accompagner dans ces démarches. Celui qui va vous dire, allez, débrouillez-vous, on se voit là-bas, je ne vous conseille pas du tout de partir avec lui.
C'est pas quelqu'un, tu as eu un problème, tu as eu tu as fait une maladresse sans le vouloir. C'est pas quelqu'un avec qui tu vas trouver une solution. Thomas, vous avez un avantage maintenant, c'est que vous pouvez choisir votre employeur. Peut-être il y a 15 ans, on ne pouvait pas. Je ne me rappelle pas, 10 ans, il y a 15 ans. Et il y a une offre, on l'accepte. Là, maintenant, l'entretien, il se passe dans les deux sens. Donc, le client va vous poser des questions, mais vous aussi, vous allez lui poser des questions. OK. Qu'est-ce que vous avez comme meet-up? Qu'est-ce que vous avez comme événement dans votre bureau? Qu'est-ce que vous proposez comme formation à vos collaborateurs? Si moi, je veux commencer comme développeur et devenir DevOps après, est-ce que vous pouvez m'accompagner? Si je veux commencer comme développeur et devenir manager après, est-ce que vous allez m'accompagner? Vous avez la possibilité maintenant de poser ce type de questions et ils sont obligés, voilà, ils doivent faire l'effort pour vous aider à réaliser votre projet. Sinon, ça ne marche pas. Si ce n'est pas une collaboration win-win, ça ne marche pas. Ça, pour vous, ça ne vous intéresse pas en plus. Donc, vous allez trouver des clients. Nos clients, ils ont cette spécificité-là, c'est qu'ils vont vous dire, OK, comment on peut vous aider? Qu'est-ce que vous voulez faire dans 3 ans? Qu'est-ce que vous voulez apprendre comme nouvelle technologie, comme nouvelle méthodologie? Et donc, normalement, vous allez le voir très très vite. Donc, on a 50 millions de partenaires qui ont cette activité. Les technologies. Vous avez posé après tous des questions sur les technologies. On travaille sur toutes les technologies qui existent sur le marché français. La bonne nouvelle, c'est que tout ce qui existe en Tunisie existe là-bas, tout ce qui existe là-bas existe ici. Donc, il y a une centaine de technologies, mais toutes sont demandées. Il y a très très peu de technologies qui ne sont pas demandées. Même les vieilles technologies, donc on a fait des formations sur des technologies vieilles de 60 ans. COBOL, maintenant. C'est très demandé. Ça revient à la mode. D'ailleurs, un des clients d'aujourd'hui, il va vous parler du COBOL. Et il va vous parler du COBOL d'une manière qui va vous paraître suspecte. J'en veux 20, j'en veux 30. Tout à l'heure, je parlais à la caméra, je lui dis, j'ai un client, il m'a dit j'en veux 1000. 1000. Oui, bon après, c'est des bons clients. Donc je t'explique. Il m'a dit l'année dernière, ça, j'ai recruté 1000 en France, j'ai galéré. Allez, cette année, je vais essayer de recruter 1000 en France et j'aimerais recruter 1000 en dehors de la France. Donc il m'a dit, la France, je sais recruter 1000. Mais en dehors de la France, je ne sais pas. Est-ce que toi, tu sais? Et je lui dis, écoute, en gardant le niveau de sélectivité que nous, on veut garder, je ne sais pas combien de pays on doit cibler, mais ça me paraît énorme. On a 1000 bons développeurs. Ça y va. C'est un challenge. Mais déjà, après 1000, c'est un challenge. Mais 1000 pour le même client, il faut que les 1000 soient intéressés par ce client-là. C'est très gros pour nous. Mais 150, 150, avant-hier, j'ai discuté avec un client marocain. C'est une société, c'est un fondateur, un de mes anciens candidats qui sont partis du Maroc. Il recrute 30 par mois. C'est 300. Il recrute 300 sur l'année. Il y a une très grosse demande. Et je ne sais toujours pas pourquoi les ingénieurs en France ne veulent pas tous faire de l'informatique. En Tunisie, c'est ce qu'on a eu comme discussion tout à l'heure. En Tunisie, l'informatique, c'est perçu comme un métier noble. En France, apparemment, non. Mais je ne sais pas. Peut-être que je me trompe, mais je n'ai pas compris pourquoi il y avait autant d'ingénieurs qui manquaient au projet et aux sociétés françaises. Bon. Donc, toutes les technologies, donc, même si tout à l'heure, il y avait quelqu'un qui m'a posé des questions sur le champ de télécom, voilà, réseau, on fait toutes les technologies, on a des demandes sur toutes les technologies, on a des clients qui sont spécialisés, on a des clients qui font que de la BI, on a des clients qui font que du Microsoft, on a des clients généralistes, on a des sociétés de 50 personnes, on a des sociétés de 10 000 personnes. On a tout. Donc vous avez le choix, et qui m'en c'est vous qui allez choisir. Vous choisissez le client avec lequel vous vous sentez le plus à l'aise. Je sais que vous êtes motivé, je sais que vous voulez partir en France, je sais que le premier qui va vous faire une offre, vous allez l'envisager sérieusement, mais moi je vous conseille de vraiment réfléchir, de comparer, de poser les bonnes questions. Et ne vous inquiétez pas, de la même manière, vous allez avoir plusieurs demandes, vous allez avoir le temps de réfléchir à ces demandes-là, de prendre vos décisions, de négocier votre salaire et tout ça. Voilà, donc toutes les technologies. Nous on dit qu'il vaut mieux avoir 1 an d'expérience, parce que ceux qui ont 0, voilà, qui ont un CV. Donc là, si dans la salle j'ai des gens qui ont 3 ans, des gens qui ont 5 ans et des gens qui ont 6 mois, comment vous allez vous différencier par rapport à quelqu'un qui a vraiment commencé à avoir de l'expérience? C'est compliqué. On a déjà recruté des stagiaires, on a déjà recruté des gens qui avaient 6 mois d'expérience, on a recruté des gens qui n'avaient pas encore leur diplôme, mais ça reste une exception. Ceux qui sont vraiment prêts à partir en France, c'est des gens qui ont au moins 1 an.
déjà, où ils ont commencé à toucher des choses, la technologie, les métiers, ils ont appris des choses, ils ont assisté à des réunions, ils ont fait à des livraisons en prod, ce genre de choses. Okay. Après 10 ans, 15 ans, 20 ans, on a recruté une fois quelqu'un qui avait 30 ans d'expérience. 30 ans, il a 53 ans, et voilà, c'est ça. 30 ans d'expérience. D'ailleurs, voilà, celui qui l'a recruté, c'est le client d'aujourd'hui. Ah, c'est bon, on va lui poser la question. Donc, et on a recruté des gens qui n'avaient pas encore leur diplôme, donc ils avaient une vingtaine d'années. Donc, pour les profils qui ont vraiment la passion ou la fibre qu'on cherche, l'âge ne sera pas. Et notre engagement, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, donc on va vous aider, on va vous simplifier la France. Vous voulez partir en France, on va vous aider à trouver un client sérieux, on va vous aider à avoir un contrat de travail sérieux, avec un salaire sérieux. Bon, c'est vous qui allez négocier. On va vous conseiller pour négocier intelligemment. C'est vous qui allez négocier, mais dans la pratique, Sophie, donc on va vous aider à négocier votre salaire, mais c'est à vous de voir. Vous êtes les seuls à savoir qu'est-ce qui est viable pour vous, qu'est-ce qui est confortable pour vous, qu'est-ce qui est exceptionnel pour vous. Donc il y a des gens pour qui l'argent n'est pas un problème, donc ils vont être sélectifs sur plein d'autres choses. Il y a des gens pour qui l'argent est quand même nécessaire. De quoi vivre toi, ta femme, tes 2 enfants, donc on va vous aider à savoir c'est quoi un salaire confortable en France pour un célibataire, c'est quoi un salaire confortable en France pour un couple, c'est quoi un salaire confortable en France pour quelqu'un qui a 2 enfants. On va vous dire voilà, donc on va vous donner les pratiques en France. Peut-être pas uniquement dans l'informatique, mais on va vous dire, par exemple, un ingénieur en électronique qui a 2 familles, une femme et 2 enfants, il gagne, je ne sais pas, 4 000 euros. 5 000. Je ne sais pas, il faudrait qu'on vous donne les chiffres, mais je ne les ai pas en tête. Mais parfois, c'est beaucoup plus. C'est très différent de ce que vous avez en tête. Moi, j'avais quelqu'un, il y a quelques années, qui a discuté avec une RH, il lui a dit moins de 5 000 euros, on ne peut pas vivre en France. Je lui ai dit 5 000 euros, même la RH ne les gagne pas, alors c'est pas ce qu'on gagne. Il avait une perception que la France c'est très cher. Ok, c'est un peu plus cher que la Tunisie, mais c'est pas 5 000, 10 000, 20 000 euros pour vivre. Au début. Après, si vous trouvez, ça c'est pour vraiment accélérer votre carrière, gagner de l'argent, faire des investissements. Mais pour vivre, non, vous pouvez vivre avec 3 000, avec 4 000, on va vous envoyer les standards de la vie en France. Après, il y a une différence entre Paris, les régions, tout. Donc, on dit toujours que les régions sont un peu moins chères. Après, ça dépend des régions. Là, on a découvert Lyon, par exemple. Lyon, j'ai l'impression que c'est pas moins cher que Paris. C'est pareil presque. Après, Lille, c'est un peu moins cher. Strasbourg, pareil. Donc, on va vous aider de toute façon à avoir toutes ces informations-là. Comme ça, vous allez voir. Vous allez pouvoir prendre votre décision. Donc, le contrat de travail. On va vous aider sur la partie administrative. Donc, les cartes de séjour, les autorisations de travail. Les billets d'avion aussi, pareil, sont pris en charge par l'employeur. On va vous aider à trouver un logement avant même votre départ en France. Si vous avez déjà un logement, tant mieux. Vous allez habiter chez la famille, c'est exceptionnel. Vous allez avoir un accompagnement les premiers jours, ce sont les jours les plus importants. Si vous n'avez pas de logement, on va vous aider à trouver un logement. Donc on a un grand nombre de résidences dans l'Alliance Combat. Comment la en fonction de où est-ce que vous allez travailler, est-ce que vous avez de la famille qui n'est pas loin. C'est vous qui allez décider, mais on va le faire intelligemment. On ne va pas juste je veux habiter là. Pourquoi tu veux habiter là? Est-ce que tu es proche de ton lieu de travail? Est-ce que tu es proche de ta famille, de tes amis? On va trouver une solution. Donc c'est ça la discussion qu'on aura une fois qu'on sera accepté. Après, on va vous aider, très importante, on va vous aider à partir en famille. C'est très très compliqué, c'est très... les gens qui vont vous dire partez tout seul, on verra après pour votre femme et vos enfants, pour votre mari et vos enfants, ce n'est pas des gens sérieux. C'est très très compliqué de partir et de laisser ses enfants, sa femme, son mari. Ça va être très frustrant. Et si vous n'anticipez pas le problème à l'avance,
quand tu là, avec les fausses autorisations, les fausses cartes de séjour, tu vas avoir beaucoup de problèmes à rattraper le coup après. Parce que les démarches, soit dès le début tu choisis les démarches qui te permettent de partir en France en famille, soit si tu pars en France tout seul, pour faire un regroupement familial, des fois ça met 2 ans. Et 2 ans c'est très très long. Surtout si vous avez des enfants, j'ai des gens que j'ai rencontrés malheureusement trop tard, ou avec d'autres sociétés que je ne connaissais pas. Il est venu me voir et il m'a dit ma femme a accouché hier. Lui il est parti la semaine où sa femme devait accoucher. Il a un enfant qui ne peut pas voir. Comment tu fais? J'ai pas le choix, je veux partir en France. Malheureusement, il n'était pas avec la bonne personne. Normalement, un employeur sérieux ne lui demande pas de faire cet effort-là, ce sacrifice-là. C'est pour ça que je vous dis, travaillez uniquement avec des gens sérieux. Travaillez avec des gens qui vont vous demander des choses acceptables. Travaillez avec des gens qui s'intéressent à vous, qui savent quels sont vos problèmes, qui veulent résoudre, proposer des solutions à vos problèmes. C'est pas quelqu'un qui s'en fiche et dit voilà, démarre-toi et viens, on se voit en France. Non, il faut qu'il te pose des questions. Déjà, s'il ne te pose pas la question est-ce que tu es marié, est-ce que tu as des enfants, est-ce que tu pars en famille, est-ce que tu as de la famille en France, c'est déjà inquiétant. S'il ne pose aucune question, s'il te dit allez, on y va, tu commences demain, il y a un problème. Donc, vraiment, choisissez vos employeurs. Soyez le plus critique possible là-dessus parce que c'est des gens qui vont avoir un impact très important sur votre installation. Si c'est des gens bienveillants, ça va être beaucoup plus simple que si c'était des gens qui vont vous dire allez, débrouillez-vous. Bon, la bonne nouvelle, ceux qui travaillent avec nous, ils ont déjà donné un signal fort que c'est des gens bienveillants. Allez, je veux le faire venir, mais est-ce que tu peux m'aider à le faire venir dans de bonnes conditions? Nous, on est perçus par les clients comme des gens qui vont vous simplifier la vie. Donc les clients travaillent avec nous parce qu'ils savent qu'on peut vous simplifier la vie. C'est pour ça qu'ils nous payent, c'est pour ça qu'ils travaillent avec nous, c'est pour ça qu'ils s'abonnent à nos services. Parce qu'ils savent que quand on est avec eux, à chaque fois qu'ils auront un problème, ils ont quelqu'un à appeler. Bon, apparemment, il a un problème, il a perdu son passeport, il a cassé son ordinateur, il a perdu son argent, il veut envoyer de l'argent à sa famille en Tunisie, il veut vendre sa voiture en Tunisie, il veut acheter une voiture en Allemagne. Il nous appelle, les clients, pour nous dire ça, les candidats aussi. Nous, on sait très bien gérer ça. Donc, c'est toujours bien d'avoir ce type de clients, de travailler avec ce type d'employeurs. Parce que c'est des gens vraiment qui vont vous aider à résoudre toutes les petites problématiques de la vie courante, mais qui sont vraiment des fois des obstacles à votre concentration, de la manière tu profites et tu t'épanouis dans ton travail. Après, autre chose, une fois que vous partez en France, en famille, on va rester en contact pendant 5 ans. On va en fait vous suivre pour nous assurer que votre installation en France se passe bien, qu'il n'y a pas de petits problèmes qui peuvent compromettre votre projet. Donc, on va se rencontrer une semaine, 10 jours après votre arrivée en France pour nous assurer que tout va bien, le logement qu'on vous a proposé vous convient, la mission que le client vous a proposé vous convient, l'accord que vous aviez avec l'employeur a été respecté, il n'a pas changé d'avis, si jamais vous changez d'avis. Si vous voulez faire une renégociation dès que vous arrivez en France, il va mal le faire. Bon, après, il accepte. Hein. Mais l'idée, c'est pour vraiment que ça soit une relation de confiance, ils vont vous envoyer une proposition, vous négociez la proposition, vous acceptez quand vous êtes à un niveau qui vous intéresse, et vous respectez cet engagement. Après, vous pouvez de temps en temps jouer avec les positions de force et de faiblesse, ça par exemple, ça reste sous le haq. Négocier. Je peux négocier. Tu peux. Mais bon, comment tu le sens? Et là, je pense que ça ne se fait pas. Ce n'est pas une bonne vitrine pour nos ingénieurs, les gens qui changent d'avis tous les 3 mois. Mais bon, à vous de voir. De toute façon, la négociation de salaire, c'est vous qui gérez. Vous connaissez mieux votre niveau de vie. Vous savez ce que vous avez comme besoin. C'est à vous de voir. Et nous, on va vous conseiller de vraiment, on va vous donner des informations sur c'est quoi les salaires confortables, c'est quoi les salaires qui ne sont pas confortables. Donc, premier rendez-vous, on va s'assurer que tout va bien. On va prendre un café en France. Après, deuxième rendez-vous, c'est on va vous aider à préparer la négociation de salaire lourde. C'est presque là au bout de 10 mois, au bout d'1 an. Et on va vous aider à préparer le premier renouvellement de carte de séjour. Donc c'est ça ce qu'on va faire. Donc on va vous aider à gérer ça. Une chose qu'on évoquait tout à l'heure, c'est que je ne sais pas pourquoi,
Mais apparemment, في تونس باش تاخذ كونجي ولا باش نيغوسي سالير لازم تتغشش شويه. Je sais pas pourquoi. En France, non. En France, tu vas le voir, tu dis ok, je peux prendre 2 semaines de congé. Pourquoi ou allez, ça se fait pas. Écoute, j'ai trouvé une offre, je suis à 45, j'ai trouvé 50. Voilà, ok, bon, on va voir. Tu peux négocier intelligemment. Et là, on va vous aider à négocier intelligemment. Il ne faut pas aller le voir et demander une augmentation de salaire, des formations, un changement de poste, un changement de mission. Tu ne peux pas tout demander d'un coup. C'est quoi le plus important pour toi? Voilà, j'ai trouvé une offre qui est voilà, pire. Je veux changer, je veux aller voir ailleurs, je veux aller voir comment ça se passe dans notre société. C'est prévu. Donc, voilà, je te remercie. C'est même pas une histoire de salaire, je suis bien payé tout. J'ai trouvé une société spécialisée. Par exemple, j'ai eu le cas une fois, il y a un client qui m'a appelé, bon, les clients ils deviennent souvent des amis, il m'a appelé, il m'a dit ah, je comprends pas et tout. Monsieur Chantel, il va partir et tout, et moi, je veux qu'il reste avec moi. Ça, comment on peut trouver une solution? Est-ce que tu peux lui parler? Est-ce qu'on peut parler à... Je vais l'appeler. J'ai eu une proposition de Microsoft. Vous voyez, comment tu as un SharePoint, voilà, Microsoft BI, c'est le même terme. T'es sérieux? Tu veux qu'il refuse Microsoft? C'est péché, je pense, d'être aussi passionné par cette technologie-là, d'avoir l'offre pour travailler à la maison mère. La bonne nouvelle, c'est que ça prouve, ça confirme que c'est un bon profil. Tu ne t'es pas trompé, on ne s'est pas trompé. On va essayer de trouver d'autres personnes qui ont ce niveau-là. Ou qui attrapent des opportunités comme ça. Parce que c'est un peu grâce à nous. Ok, c'est un peu grâce à toi, mais il ne faut pas que ça soit perçu comme tu as bien choisi le profil, tu l'as bien géré, il est resté avec toi 18 mois, 2 ans, 3 ans. Après, de toute façon, il peut partir. On ne peut pas mener à... quand il part comme ça, vers des horizons meilleurs, quand il a des offres aussi intéressantes. Donc, vous allez voir que la négociation, c'est un truc qui peut se faire avec des gens sympas. Il ne faut pas faire les méthodes qu'on a apprises ici. Je pense que ce n'est pas du tout... c'est pas nécessaire. Je veux cette formation-là, la formation. Ça se prépare en fait à un entretien annuel. Tu dis j'ai fait ça, j'ai fait ça, j'ai fait ça. Il y a 3 ans, ok, voilà, ce que je demande, il mais gentiment. Après, si ça te convient, tu dis ok, là on continue. Si ça ne te convient pas, tu vas ailleurs, tu fais ton préavis, sans aucune animosité, sans aucune violence. Et dans 2 ans, tu vas retravailler avec lui parce que lui, il va changer d'une société à une autre, parce que toi, tu vas créer ta société et tu vas aller le voir comme partenaire. Il ne faut jamais se fâcher avec les gens. En tout cas, là-bas, ce n'est pas nécessaire. Tu peux faire les choses de manière intelligemment, on va vous expliquer comment faire. Et on a des centaines de personnes qui ont réussi à le faire. Et le prochain client, il va vous expliquer. Ça se passe très bien. Dans de bonnes conditions. 3e rendez-vous, on va en fait essayer de vous suivre et à un certain moment, au bout de 2 ans à 3 ans, vous pouvez demander une carte de résident, une carte pluriannuelle. C'est quelle carte pour 1 ou pour 4 ans? Une carte pluriannuelle, une carte de résident qui va vous permettre de créer votre société, qui va vous simplifier l'acquisition de votre maison si jamais vous devez prendre un crédit un peu plus à l'aise. Donc on va vous aider à monter ce dossier-là aussi. Ça change tous les ans, ça dépend de dans quelle préfecture vous êtes. Est-ce que vous êtes dans le 95, est-ce que vous êtes à Paris, est-ce que vous êtes à Toulouse? Donc on va vous conseiller, en tout cas, on va vous proposer notre conseil. Si jamais vous avez l'information, vous êtes des ingénieurs Internet, c'est notre cours de jeu, là je ne vais pas faire prochain. Si vous avez besoin de notre conseil, on sera Inch'Allah avec vous. Le 5e rendez-vous, c'est un rendez-vous où on va travailler ensemble sur votre demande de naturalisation. Pareil, c'est quelque chose qui est en train de changer assez régulièrement. On va vous conseiller, on va vous mettre en relation avec des gens qui sont passés par là il n'y a pas longtemps. Ils vont vous dire, bon voilà, il faut faire ça, attention à ce document-là, il faut le demander en avance, parce qu'ils vont vous le demander dans 1 mois, et lui il met 3 mois pour... vous allez vous rendre compte, qu'il y a des tools, mais une bonne l'administration.
on est beaucoup plus efficace que les autres pays qui étaient dans l'Afrique. معناها احنا ديما نقولوا تونس retard, تونس machin, mais en fait quand on se compare à nos voisins, mais Champions League, les passeports, on est très très fort. Voilà, donc à partir du moment où vous avez déposé votre dossier de naturalisation, nous on considère que votre installation en France est vraiment terminée, complète. À vous de voir, est-ce que vous voulez repartir en Tunisie, certains de nos clients que vous avez rencontrés, est-ce que vous voulez partir aux États-Unis, est-ce que vous voulez partir au Canada, est-ce que vous voulez aller en Afrique, vous voulez aller à Dubaï. Une fois que vous avez votre nationalité française, normalement ce cycle-là c'est terminé. Donc vous pouvez après soit rester en France, soit revenir en Tunisie, soit revenir au Maroc. Donc vous allez voir, il y a beaucoup de personnes, y compris moi, à un certain moment, j'avais le... Comment on dit ça? توحشتني ديما فهمت بالنتوما اللي قاعدين فيها فاتين منها ما احنا اللي غادي كان توحشناها شويه فهمت. Donc avec la nostalgie, voilà. J'avais à un certain moment la nostalgie de revenir dans mon pays, donc je suis revenu, j'ai créé une première société, après j'ai créé une deuxième société, après j'ai créé une société au Maroc. En fait, une fois que tu pars en France et que tu finis ce cycle-là, tu vas te rendre compte qu'il n'y a pas de pays où c'est tout noir, tout blanc. Il y a toujours des avantages et des inconvénients. Il y a toujours des choses que tu apprécies, des choses que tu apprécies moins. Et donc tu peux maintenant jongler avec ce que tu apprécies là-bas, ce que tu apprécies ici, ce que tu apprécies dans notre pays. Et tu peux te débrouiller pour organiser ta vie autour de deux pays, autour de trois pays. Tu peux le faire. Donc en tout cas, je vous souhaite à vous tous. Voilà, en attendant tout ça, vous avez quelque chose qu'on appelle la garantie de tourisme. Les deux clients sont là, vous avez une question à faire. Vous avez la garantie tourisme. La garantie tourisme, c'est que quelle que soit la problématique que vous allez avoir en France, quels que soient vos torts, peut-être que c'est vous qui êtes en tort, peut-être que vous avez cassé votre ordinateur, vous avez perdu votre passeport, vous avez perdu votre argent, peut-être que vous avez dit un mot déplacé au directeur technique, peut-être que vous vous êtes fâché sur une technologie. Mais il y a des gens qui se fâchent pour une technologie. Non, Java il se fâche. Et donc, c'est étonnant, mais ça peut être un problème, surtout si tu fais ça avec quelqu'un qui a du pouvoir en France, donc ça peut être compliqué. Donc l'idée, quelle que soit la problématique que vous avez, contactez-nous en premier. N'alertez pas vos parents, ne les inquiétez pas. Ok, vous avez perdu votre passeport, c'est un truc catastrophique, mais ne vous inquiétez pas, on en a 30 qui l'ont fait. Vous avez cassé votre ordinateur, ne vous inquiétez pas, on en a 50 qui l'ont fait. Vous avez perdu votre argent, vous vous êtes fait voler, vous avez été arrêté et conduit en état d'ivresse, vous avez essayé de pirater un site et vous vous êtes fait attraper. Ça arrive. Donc, bon, je vous conseille de ne pas passer. Il y a des pirates dans la salle ou pas? Soyez là, faites attention. En fait, le piratage en France, c'est vraiment perçu comme un truc grave. C'est pas un jeu. C'est pas comme en Tunisie où tu peux acheter des CD gravés à Carrefour. Donc là-bas, c'est vraiment perçu comme un truc grave. Donc faites attention. C'est pas des choses qu'il faut prendre à la légère. De toute façon, on va vous sensibiliser sur plein de petites choses comme ça qui sont courantes ou pas graves au Maghreb, qui sont là-bas importantes ou qui peuvent poser des problèmes. Et l'inverse, il y a des choses qui sont là-bas pas graves du tout et ici ils sont là. Donc on va essayer de vous sensibiliser aux différences qu'il y a entre les deux pays. Voilà, donc quelle que soit la problématique que vous avez, vous nous appelez, vous nous dites ok, je me suis fâché avec mon propriétaire. Donc le logement est édifié, tu t'es fâché avec le propriétaire, donc il faut qu'on te trouve un autre logement. Tu nous appelles, on va essayer de trouver une solution. Ma femme est enceinte. Est-ce que j'accouche, est-ce que je réserve, je sais pas, à l'hôpital de Neuilly, à l'hôpital américain, est-ce que je vais au Kremlin-Bicêtre? Je ne sais pas. Tu nous poses la question, on va te conseiller. En fonction de ton budget, en fonction de ton logement, en fonction de ta carte de séjour, on va te conseiller intelligemment. Pareil, tu veux acheter une voiture, tu veux vendre ta voiture, tu veux... Qu'est-ce qu'on a eu comme problème? Ça peut être des problèmes, ça peut être des bonnes nouvelles. Ok, tu veux te marier. Est-ce que tu le fais tout de suite? Est-ce que tu commences par te marier en France, après tu le fais en Tunisie? Est-ce que tu fais l'inverse? C'est des petites choses en fait, mais gardez en tête que tout ce qui est important pour vous, nous on peut vous aider à le faire bien. N'hésitez pas en tout cas. Si jamais vraiment j'ai des questions auxquelles je ne peux pas répondre, je vais vous dire non. Mais la bonne nouvelle, c'est que vu que j'ai
un cercle d'amis, de candidats, de clients qui sont tous à cas sympathiques, bienveillants, ça ne va même pas me prendre 10 secondes. En fait, je vais juste réfléchir à qui est-ce qui m'a posé la question la dernière fois, je vais retrouver son nom et je vais te mettre en relation avec lui. Je vais dire, bon, Mohamed, peux-tu s'il te plaît voir avec Bassem, il veut ouvrir un compte bancaire, Bassem. Mohamed, peux-tu voir avec Ahlem, elle veut inscrire ses enfants au conservatoire, machin. Ça sera toujours des choses comme ça. Ça ne va pas me prendre beaucoup de temps. Voilà. Et peut-être toi, un jour, je vais te demander, il veut acheter sa voiture en Allemagne. Comment tu as fait, toi? Il veut assurer sa maison, l'assurance interactive. Comment tu as fait? Ça sera toujours un cercle vertueux. C'est pour ça que je vous dis c'est super important de choisir et les candidats et les clients. Parce que vu qu'en plus on va rester ensemble plusieurs années, c'est important qu'on ait des ADN à 4 qu'on soit tous des gens bienveillants, qu'on soit tous des gens passionnés par ce métier-là, qu'on soit tous des gens ambitieux, qu'on soit tous des gens le micro, qu'on soit tous le village, qu'on soit tous des gens on part en France pour des bonnes raisons, pour apprendre des choses, pour rencontrer d'autres personnes, pour faire des choses ambitieuses. Mais, je vais aller vite, donc bon, là c'est quelques photos de campagne. Ça c'est le logement qu'on a. C'est des exemples de logements. Ça c'est bon, on va essayer de faire ça avec. Je ne sais pas si ça se voit. Étant donné que le logement, en tout cas, ce qui est au milieu, c'est Paris. Donc tout ça c'est autour de Paris, c'est pour vous montrer qu'on a des choses un peu partout et donc on gère ça intelligemment. Si votre mission est là, on ne va pas vous mettre là-bas, on va vous mettre de ce côté-là, comme ça vous allez à 30 minutes à chaque fois. Si votre mission est de l'autre côté, là-bas il y a la Sergi, il y a ce genre de choses, donc c'est là-bas qu'on va vous mettre. Et ici, il y a la défense, c'est là qu'il y a le plus grand nombre d'agents. Est-ce que j'ai d'autres? Et ça, c'est le labs. Là, en fait, on fait des labs assez régulièrement, on fait des formations assez régulièrement pour vous aider à aller vers les technologies les plus demandées en France. Donc, vous allez voir, on a fait des labs, des formations en intelligence artificielle, en big data, en blockchain. On a formé peut-être 1300 personnes sur l'intelligence artificielle. C'était en 2018 et 2019. Full stack, particulier, la partie cryptographie, la partie objets connectés, IoT. Là, on est en train de faire, on a fait aussi une reconversion professionnelle pour que des gens deviennent des recruteurs en IT. Ça, c'est un métier qui est très en vogue. On a fait une formation en COBOL. Donc là, c'est pour essayer de reconvertir des gens qui ont des diplômes en informatique. D'ailleurs, ils sont là, quelques étudiants, si tu veux leur poser la question. Donc, des gens qui ont fait diplôme d'informatique, qui étaient profs d'informatique ou qui ont fait un peu d'informatique il y a quelques années, et qui sont ils sont éloignés du métier de développeur d'informatique. On essaie de le faire revenir par une technologie qui est maintenant en vogue. C'est une vieille technologie, hein, c'est une technologie qui a 60 ans. Et c'est une technologie qui s'appelle COBOL. On a aussi fait des choses, on va essayer de refaire des choses sur la partie ABAP, de SAP. Pareil, ça c'est une vieille technologie, mais qui est en train de revenir. Et c'est un métier mal aperçu comme noble, parce que c'est des métiers, c'est des technologies qui sont utilisées essentiellement dans le CAC 40, donc les plus grosses sociétés françaises. Bon, voilà, donc les formations à Tabor. Bon, après, là, on a dit qu'on a 300 000 followers, je sais pas, ça c'est quoi, c'est Instagram, on est sur Twitter, on est sur truc. Ça, c'est des candidats qui sont partis avec nous, qui sont en train d'être arrivés en France. Ça, c'est des remerciements. Des remerciements candidats, des remerciements clients. Voilà, ça, c'est des clients qui étaient contents. Ça, c'est des événements qu'on fait avec nos candidats qui sont en France ou avec les candidats qui sont en Tunisie qui sont partis en France. Et ça, c'est notre vie à l'entreprise. On fait beaucoup d'événements, on fait beaucoup de choses autour de l'art, des spectacles, des chanteurs, des acteurs, des musiciens. Voilà, donc j'ai terminé ma présentation. J'ai vu le client rentrer et sortir. Donc, est-ce que vous avez des questions? Non, comme ça pour...
Ah, tu veux baisser Sophie, juste, j'allais donner HDMI. Bien, on va faire la première présentation. Ne vous inquiétez pas pour le test technique, on va vous laisser le temps après. Waouh, on va faire comme les clients sympathiques. Je vais vous reposer la question. الأولاد كي كنت نحكي في الاسم فيا ولا؟ هكا مثلا. لا بون الأولاد. Donc les amis, on va temporiser un peu pour les tests. Et là, je vais vous présenter mon ami David qui a créé une société en France qui va vous expliquer ce qu'il a fait, ce qu'il fait. L'exercice est particulier pour moi. C'est la première fois. C'est la première fois que j'essaie de rendre ma boîte à des candidats aussi nombreux. Donc, ce que je vais essayer de faire, c'est pas de vous parler de ma société, je vais vous parler de mon histoire. C'est un peu plus intéressant, ça va vous parler. Peut-être que vous allez avoir l'occasion de vous projeter là-dessus. Il y a 15 ans, j'étais à votre place. J'ai terminé mes études à l'ESSA, je suis 2007. J'ai entendu parler de quelqu'un qui s'appelle Sabin Pouille, qui aidait certaines personnes qui voulaient partir avec d'autres ambitions, voire d'autres horizons, voir d'autres types de projets, etc., à l'étranger. Il s'avère que j'ai travaillé un an au FICOS. Je voyais tous mes potes partir, faire des études, etc., etc., et je me suis dit, bon, j'ai travaillé dans une start-up en Tunisie, et je me suis dit, je vais suivre, parce que j'ai envie de faire d'autres choses. Donc, ça fait 15 ans que je fais de l'informatique, je crée des logiciels. Je suis passé par une boîte américaine qui s'appelle Police, c'est là où j'ai commencé un peu la cybersécurité. Mais avant ça, je suis passé par de l'ESN, du conseil. J'ai rejoint un client final. Après, j'ai créé 3 sociétés. StrangeBee, c'est la 3e. En tout, ça fait 12 ans que je fais de la cybersécurité. Et l'histoire de StrangeBee, elle est un peu particulière. Je ne sais pas si je peux appeler StrangeBee une start-up ou une PME. Mais grosso modo, on a créé StrangeBee en 2018 avec 2 autres personnes, avec qui j'ai créé un projet open source qui s'appelle Behind Project. Pourquoi on a fait de l'open source? Je peux vous raconter ça autour d'un café après, mais toute l'aventure elle a commencé par de l'open source, mais à un certain moment, on s'est dit, il y a aussi quand même une mission d'entreprise. Le projet qu'on a créé, en fait, c'était en 2014, j'étais à la Banque de France, comme consultant, pour monter une équipe de cybersécurité. J'étais le développeur front à l'époque. On a regardé le marché, qu'est-ce qu'il y a comme solution? Il y avait IBM qui vendait un produit qui coûte un demi-million de dollars. Il y avait un petit projet open source qui marchait plutôt pas mal, et on avait envie de créer autre chose. Donc on a décidé à 3 personnes de développer un produit pour la Banque de France. Et j'étais développeur à l'époque. Cette solution-là, il faut la voir comme le Jira des équipes de cybersécurité. Et c'est du ticketing pour des équipes de sécurité. Si aujourd'hui je prends du recul sur notre histoire, elle est passée par 3 phases. La première phase, c'est l'histoire de Behind Project entre 2016 et 2018. C'est là où on a travaillé week-end, soirée, nuit, tout ça
pour rendre un service, parce qu'on avait la conviction que sharing is caring, c'est partager avec les gens, ça peut apporter quelque chose. Mais on faisait ça d'une façon très bénévole. On ne vendait rien, etc. On s'est rendu compte que ce produit-là, il a été adopté un peu partout dans le monde. Grosses sociétés, ministères, armées, dans les plus grandes puissances au monde, des banques, des télécoms. Et il n'y avait pas énormément de contributions. Il y avait 3 personnes qui développaient un produit utilisé par des centaines de milliers d'analystes de sécurité. Et on s'est dit, on va essayer de monétiser tout ça pour justement pouvoir pérenniser le projet. Parce que quand tu fais de l'open source, tu commences par le faire et on te donne l'ambition, etc., etc. À un certain moment, en fait, tu te fatigues, tu classes et tu as 2 choix. C'est soit tu continues à faire, soit tu abandonnes. Et nous, on a décidé de monétiser ça. Et c'est pour ça qu'on est passé par la deuxième phase, qui est la création de StrangeBit depuis 2018, où nous avons laissé un produit en open source. On a continué à développer en open source, mais on a vendu du support, vendu des contrats de support. Et c'est ce qui a permis à développer la société pendant 3 ans, jusqu'à 3 ans et demi, on va dire, jusqu'à mars 2022. Mars 2022, c'est là où on a décidé de sortir une nouvelle version du produit qui n'est plus open source, mais qui est payante. Ici, on est passé de 4 personnes, 5 à 10. Là, on reste bientôt 15. Et on arrête de faire ça à la fin de l'année. Et on va continuer avec un focus sur la version payante. Qui utilise le produit aujourd'hui? Le secteur privé, le secteur public, les universités, les organisations non-profit, des éditeurs de logiciels, de sécu notamment. Et des fournisseurs de services, notamment des support. Aujourd'hui, Footprint, quand je parle de Footprint, c'est pour vous montrer un peu quelles sont les régions où le produit est utilisé. Donc c'est un footprint global. Quelques noms. Je ne vais pas trop m'attarder, pas trop là-dessus, mais ça c'est quelques noms des sociétés qui utilisent le produit. Certaines fake et certaines sont en train de découvrir. Si je donne quelques chiffres sur la société, aujourd'hui, on est 4 personnes. On a une communauté de plus de 2000 personnes. Quand je parle de communauté, je parle juste du chat Discord. Donc, il y a un serveur Discord sur lequel les gens posent des questions et on reçoit des réponses. Il y a 2000 personnes dessus. Après, sur les réseaux sociaux, on est suivi par peut-être une quinzaine de milliers de personnes en plus, si on prend tous les réseaux. Le produit est utilisé par plus de 100 000 analystes partout dans le monde aujourd'hui. Et c'est utilisé dans un nombre de pays déjà sans. C'est quoi nos valeurs? C'est important, j'ai ajouté ce slide-là sur la fin. Je présente les valeurs parce que c'est ce qu'on recherche dans les personnes qui devraient nous rejoindre. La première chose, c'est le partage. Le partage, soit humain, technique, sur tous les aspects. La transparence, nous essayons en fait, d'être très transparent, que ce soit sur les résultats, sur les objectifs, sur les challenges, sur les problèmes, etc. Le flag management, personnellement, je suis président de la société, mais je suis membre de l'équipe, que ce soit de dev, de DevOps, de recrutement, d'administratif, etc., etc. On cherche de l'expertise. Aujourd'hui, la moyenne d'âge de la société, c'est la trentaine d'années. Et il y a en moyenne 15 ans d'expérience. On cherche de la qualité. On aime les produits finis, les peaufinés. On est des team players. Celui qui a aussi un besoin, on est là pour l'aider. On joue sur la diversité, c'est important. Dans l'équipe, on a un musicien, on a des anciens sportifs pro qui se sont reconvertis en développeurs, on a des musiciens. Et le plus important, c'est le trust. Le trust, c'est la confiance. Sans la confiance, on ne peut pas travailler avec des personnes. Si vous ne faites pas confiance à votre voisin, vous ne pouvez pas compter sur lui. Surtout si on rajoute l'aspect un peu cybersécurité. Le trust, c'est quelque chose dont on va parler pendant longtemps. Concrètement, qu'est-ce qu'on fait? Je pense que ce n'est pas spécialement le moment pour parler exactement des détails du produit, etc., mais je vais vous parler de la problématique. Donc en 2014, ce qu'on a constaté, c'est que le paysage cybersécurité montrait une augmentation exponentielle des menaces cybersécurité. Aujourd'hui, on parle de 90% des sociétés partout dans le monde qui se font attaquer
Ce fast-paced landscape, en fait, ça a généré un grand nombre d'alertes. Donc les sociétés, en gros, qui veulent se sécuriser, achètent 3, 4, 5, une trentaine de produits de sécurité qui vont les aider à se sécuriser, à se protéger. Et ces solutions-là, elles vont détecter des malveillances, elles vont remonter des alertes. Sauf que pour traiter ces alertes-là, 1000 alertes par jour, il faut des personnes. Étant donné qu'il y a un problème de talent shortage, ça veut dire que les talents sur le marché, il n'y en a pas énormément, c'est quand même des profils assez spécialisés. Ça nécessite beaucoup de budget et les sociétés, le mindset aujourd'hui dans les sociétés, on n'est pas encore conscient qu'il faut dépenser beaucoup d'argent sur la cybersécurité. Et la complexité de la chose sur l'aspect technique, rajouter au nombre de croissance d'événements de sécurité appliqués au quotidien, nous obligeait et nous ont donné l'idée de créer un outil d'automatisation et de collaboration au sein d'une équipe de cybersécurité d'incident response, ce qu'on appelle l'incident response. Si on rentre un peu plus dans les détails, c'est un peu fou, mais en gros, on développe deux produits. Le premier s'appelle Beehive, le deuxième s'appelle Cortex. Beehive, il faut le voir comme une base de données d'incidents, documentation de l'incident, qu'est-ce qui s'est passé, qui a fait quoi, qui a travaillé sur quoi, qui a découvert quoi. Et le deuxième, c'est un moteur d'analyse qui contient une librairie de connecteurs, de plugins qui permettent par exemple d'utiliser des produits de cybersécurité pour analyser un fichier, pour analyser une idée, pour savoir où bien sécurité, ainsi de suite. Je vais passer un peu ces deux slides qui rentrent un peu dans le détail des deux produits, mais si vous avez envie d'en parler tout à l'heure, c'est avec plaisir. Si on prend un schéma pour dire comment ça s'utilise, en gros aujourd'hui, les utilisateurs de BI et Cortex installent une version BI qui va être alimentée par leurs outils de détection d'alerte de sécurité. Ces alertes-là remontent en BI et les analystes vont travailler au quotidien. Alors, il arrive le matin, il observe, il ouvre sa console BI et il va traiter les alertes qui ont été remontées par les solutions de détection. Quand il traite ces alertes-là, il va utiliser les expressions automatiquement dans une ou plusieurs instances de Cortex pour faire un peu d'analyse, etc. Et après, on est intégré avec un autre outil open source qui s'appelle NIST pour le partage d'informations entre plusieurs sociétés. Là, on fait un deep dive un peu plus technique sur l'architecture de la chose, en gros. Donc là, je fais un peu plus sur VI. VI, c'est une application avec une architecture assez simple. Il y a un moteur qui s'appelle Scaligraph. Donc, c'est écrit avec Scala, Play, Aina et Janisgraph. Janisgraph, si ça vous parle, c'est une librairie qui permet de construire des bases de graphes au-dessus d'un stockage NoSQL. Et ça fournit aussi un langage qui s'appelle Gremlin, un langage de requêtage et de navigation dans un graphe de données. Au-dessus de cette base-là, Scaligraph, c'est un framework open source qu'on partage aussi. Il y a une partie modulaire, où on peut étendre le produit en rajoutant des nouveaux modules. Parmi les modules, il y a Cortex et NIST pour le partage comme je disais tout à l'heure. Et il y a un core backend qui est écrit en Scala, qui va gérer tous les aspects, notification, automatisation, plus de données, etc. Et au-dessus de tout ça, donc, tout ce backend-là, il va exposer des API sans utiliser par un front React TypeScript et en design. Je ne sais pas si en design ça vous va, mais en gros, c'est un design système, une librairie de composants qu'on utilise et au-dessus de laquelle notre objectif, c'est de créer une librairie custom qui s'appelle UI. Ces deux solutions se déploient de deux façons. Soit du on-prem, c'est-à-dire on-prem dans l'infrastructure du client. On fournit plein de types de packages, que ce soit des Debian, des RPM, des images Docker. On fournit des binaires pour ceux qui veulent automatiser de façon assez spécifique. C'est déployé sur Kubernetes. On a fourni nos produits sur le marketplace d'AWS Azure et un autre marketplace, un cloud provider français qui s'appelle 3DS, c'est Dassault. Et aussi, on offre une offre SaaS, dans le sens où c'est StrangeBee qui déploie et qui maintient, qui opère, qui sécurise, etc. les solutions. L'offre SaaS, elle est déployée sur AWS avec du Terraform, du Vault pour la sécurisation des clés, etc. Il y a une bonne partie technique là-dessus. Quels sont les objectifs sur les 6 prochains mois? On cherche des devs sur la stack React TypeScript en design et SaaS. De dev stack sur du Python, Django, Flask, React, TypeScript. Cette partie-là, c'est pour venir enrichir la librairie d'intégration
de live avec les solutions externes et aussi pour les solutions internes dont on a besoin pour gérer, que ce soit quand les clients, un serveur de licence, et ainsi de suite. On a besoin de monter une équipe de QA. Il y a déjà une personne qui va arriver dans la base, quelqu'un qui a besoin de testeurs automaticiens, quelqu'un qui écrit du code et qui est automatisé, que ce soit des tests de navigation, des tests d'API, des tests d'interface, ainsi de suite. On a besoin de DevOps ou sysadmin à l'ancienne, parce que moi, des définitions de DevOps, ça dépend des études, vraiment qui définissent ça. Mais en gros, ça va être pour avoir de très très bonnes bases sur Linux, sur Ansible, d'Infrascode, du Nomad. Là, on n'est pas trop Kubernetes, on part plutôt sur des Nomad, HashiCorp, Proxmox, etc. On cherche un ingénieur cloud pour venir soutenir l'équipe qui manage la partie SaaS, qui utilise et manage la partie SaaS. Donc ça c'est l'AWS, profil AWS. Azure plus ou moins, c'est plus de l'AWS. S'il y a des personnes qui ont des compétences Kubernetes, ça nous intéresse aussi. Et la dernière partie, c'est la partie support. Support, c'est dans le sens, on doit monter une équipe support qui va être en frontal avec les clients, qui vont poser des questions, ils ont des problèmes, comment j'implémente ça, etc. Donc, sur la partie support, il y a deux types de profils, les personnes qui ne sont pas spécialement techniques, mais qui vont avoir le relationnel client, et les personnes techniques qui vont pouvoir monter en compétence sur le produit et pouvoir répondre à la partie des questions. Voici quelques têtes de l'équipe. Bon, il faisait un peu chaud, c'était une journée ouverte. Donc là, Jérôme, c'est l'un des cofondateurs. Le musicien là-bas, le guitariste de Sorat Massi, de Shalman et Global. C'est un pro qui a fait une reconversion dans la musique en passant par l'école 42. Chef cuisinier dans des palaces qui a fait une reconversion en France. Et puis le reste des dossiers. Voilà, merci beaucoup. Donc, promesse tenue, hein, quelqu'un de sympathique, quelqu'un d'ambitieux, une équipe exceptionnelle que vous pouvez rejoindre en France. Mais en plus, c'est quelqu'un de bienveillant, vous allez le voir. En fait. Il est passé par les procédures que vous allez vivre, ou les obstacles que vous allez vivre, et il va vous aider, à résoudre ce problème. Et merci Sinabil, donc tu vas accompagner Boshra. Nous, on va faire une petite pause, donc vous pouvez laisser vos tests ici. Vous allez faire une petite pause café et voilà. Quand vous allez revenir pour finir les tests et poser des questions, si jamais vous avez des questions, et pour rencontrer un autre client sympa.